Bonjour, salut la compagnie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 plus gros freins à l'adoption de la crypto, ou en tout cas les 3 raisons principales qui reviennent lorsque je demande aux gens autour de moi pourquoi ils ne s'intéressent pas plus que cela à la crypto. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, il faut prendre le temps de les affronter et ne pas les rejeter d'un revers de la main. Parce que ce sont des arguments tellement forts, tellement graves, qu'ils peuvent chacun te détourner de la crypto et combiner te dégoûter de la technologie, alors que ce sont des idées reçues ou dépassées. Et que le seul perdant, c'est celui qui y croit. Déjà qu'il y a une barrière technique à l'entrée, vu que la technologie est jeune et les outils encore peu faciles à utiliser, si en plus on se met des barrières psychologiques, voire philosophiques, on peut passer totalement à côté de la crypto pour rien. Et si au niveau macro cela n'a pas une énorme importance car la courbe d'adoption est plus rapide que celle d'Internet, au niveau micro, c'est-à-dire pour toi, c'est autant d'occasions manquées, de mois ou d'années d'avance perdu sur les autres. Si c'est par un choix éclairé ou parce que tu n'as pas le temps, pas de souci, il y a déjà beaucoup à faire ailleurs. Mais si c'est parce que tu t'es laissé prendre la tête par les idées dont on va parler, quel dommage et quelle honte à ceux qui t'auront privé de découvrir la crypto. Le premier cliché est que la crypto serait un univers intraçable, anonyme, et par là même servant avant tout aux activités illicites ou le financement du terrorisme. Donc toucher à la crypto, ce serait quelque chose de sale en soi, ou en tout cas de suspect. À l'image du dark web, il vaudrait mieux s'en prémunir. D'où vient cette idée? Comment est-elle née? Eh bien, des tout premiers articles sur le Bitcoin, des premières réactions de commentateurs qui ont formé les premiers clichés. En dehors des cypherpunks et du milieu de la cryptographie, qui pouvaient apprécier Bitcoin pour un idéal ou par rapport à la complexité et à la beauté de la technologie, le Bitcoin a effectivement servi comme moyen de paiement à toute une marginalité. La raison principale, sa praticité, de l'argent sur Internet en pair à pair, mais aussi le fait que ce n'était pas connu, donc que les autorités allaient galérer à vous retrouver et à établir des preuves contre vous. Depuis, cette idée revient dans la bouche des politiques ou dans les films et séries, typiquement quand il y a un hack ou une prise d'otage, la rançon est demandée en crypto. Mais quelle est sa réalité? Eh bien, c'est totalement idiot. Il est 100 fois plus intelligent pour un petit criminel de se faire payer en cash plutôt qu'en crypto. Il est de même 100 fois plus intelligent pour une organisation criminelle de travailler avec des banques. Une transaction de Bitcoin n'est jamais anonyme, elle est pseudonyme, c'est-à-dire qu'elle est liée à une adresse publique. On peut donc vous retrouver en suivant les Bitcoins jusqu'à ce qu'ils arrivent à une adresse connue ou un acteur qui aura votre identité. Les blockchains sont transparentes, c'est-à-dire que tout se fait aux yeux de tous et de façon permanente. Il n'y a pas de perte malencontreuse de données ou de délai de prescription. Et les criminels l'ont bien compris. Chain Analysis analyse l'activité illicite facilitée par les crypto-monnaies et a montré que l'année dernière, cela représentait 0,15% des transactions, c'est-à-dire une transaction sur 650, sachant que cela inclut les hacks, les vols, les Ponzi propres à la blockchain, et pas seulement les arnaques par Internet et les activités illicites classiques qui utiliseraient soi-disant la blockchain plutôt que les banques, l'immobilier, l'art ou le cash. Comment dépasser ce cliché? Il faut dédramatiser la notion de pair à pair. Quand on entend peer-to-peer, on pense tout de suite aux logiciels illégaux de partage de fichiers qui avaient un temps menacé l'industrie de la musique, par exemple. Il y a un côté sale au pair à pair, c'est-à-dire entre deux personnes, qui est totalement absurde. Ça veut juste dire qu'on peut échanger de la valeur avec quelqu'un d'autre sans passer par un intermédiaire, sans avoir besoin de l'autorisation de quelqu'un. Ce qui est super banal. On passe notre temps à se passer des objets, à utiliser des billets et des pièces. Au lieu de prendre peur, on devrait célébrer de pouvoir enfin le faire sur Internet. Il ne faut pas confondre le sans permission et le sans trace. Quand par exemple tu rembourses quelqu'un en cash pour un repas au restaurant, non seulement tu n'as pas à appeler ta banque ou les impôts pour leur demander si tu as le droit de donner 15 € en cash à ton ami, mais à moins de l'avoir fait dans une zone avec des caméras de surveillance, il n'y aura pas de traces autres que dans les souvenirs dans ta tête. Quand tu rembourses une personne en crypto, même si tu n'as pas à demander l'autorisation à un service ou à quelqu'un, tu effectues une transaction sur un réseau et il y aura donc une trace. Les blockchains sont sans permission, mais avec des traces. Les régulateurs ont pris l'habitude de se reposer sur des intermédiaires comme les banques et sur les réseaux de paiement pour leur faire un travail de suivi, de vérification d'origine de fonds, d'autorisation de paiement. Si bien que, naturellement, ils cherchent à répliquer ce type de fonctionnement avec la crypto. Et alors que l'opinion publique s'inquiète de la potentielle opacité de la crypto, au contraire, je pense que le risque qui pèse sur la crypto est la généralisation du traçage et la perte de vie privée que les régulateurs sont en train de mettre en place sans s'en rendre compte. C'est une question qui revient régulièrement au devant de la scène. Depuis quelques jours, MetaMask, l'un des wallets Web3 les plus populaires, suscite une levée de bouclier importante car il est apparu que Infura, qui est le relayeur de transactions
par défaut sur le wallet, va se mettre à collecter des informations sur les utilisateurs, et notamment associer l'IP de l'utilisateur et l'adresse publique du wallet. Chose banale dans le Web 2 où on est traqué par toutes sortes d'acteurs, mais qui prend une dimension inquiétante lorsqu'une partie de plus en plus importante de nos interactions se fait à travers nos wallets. Ce qui rejoint un événement arrivé il y a 4-5 mois, une application décentralisée appelée Tornado Cash s'est vue subir des sanctions de la part de l'OFAC, organisme de contrôle des actifs étrangers, dépendant du Trésor américain. Cette application est un mixeur décentralisé, c'est-à-dire qu'elle permet de façon autonome et automatisée de déposer des fonds dans un pot commun et de les retirer sur une autre adresse. Cela permet de maintenir des wallets séparés, sans passer par un échange centralisé tel le feu FTX par exemple. Sans cela, à partir d'une adresse, on pourrait reconstituer tout ce que vous avez sur toutes vos adresses. Si vous souhaitez effectuer des achats sur Internet en payant en crypto, vous n'avez pas forcément envie que le commerçant ait accès à l'entièreté de vos actifs numériques et votre historique sur les différentes applications Web3 et tout Internet. L'équivalent dans le monde historique serait qu'à chaque fois que vous payez en carte bleue, le commerçant pourrait accéder à tout votre historique bancaire, vos relevés, vos plafonds, vos prêts, vos achats, vos actions. Vu que c'est une application décentralisée, l'OFAC ne peut pas arrêter l'application, dont le code open source est à jamais déployé, et dont l'accès ne pourra jamais vraiment être coupé. Mais elle peut criminaliser les utilisateurs, et inciter les acteurs centralisés, c'est-à-dire les entreprises ou leurs responsables, à blacklister les adresses des utilisateurs, afin qu'ils ne puissent plus jouir de leurs actifs aussi librement après être passés par l'application. Résultat, comme toujours, les hackers et les tricheurs ont trouvé d'autres voies pour faire leur trafic, et les personnes honnêtes se retrouvent blacklistées de nombreux services. Ce qui est ridicule d'ailleurs, c'est que, vu que l'application est ouverte, n'importe qui peut vous faire envoyer de l'argent par Tornado Cash. Et on a vu des lanceurs d'alerte envoyer des petites sommes sur les wallets de nombreuses personnes publiques pour montrer le ridicule d'un tel blacklisting systématique. Pour faire passer un message fort, l'un des développeurs principaux de Tornado Cash s'est fait arrêter dans la foulée, histoire que les développeurs d'applications à l'avenir hésitent à 2 fois avant de dévoiler leur identité, ou bien s'autocensurent. À terme, on peut imaginer que loin d'être un univers intraçable, anonyme, une crypto régulée de façon stupide pourrait créer une société certes plus transparente, mais caractérisée par la perte de vie privée et la peur de se voir privé de toute liberté pour un rien. Ça va vous Ça va bien? Si tu souhaites en connaître davantage sur les sujets blockchain et Web3, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si cette vidéo te plaît, ajoute dès maintenant un like afin de l'aider à son référencement. Le deuxième cliché qui est répété à longueur de temps et a de quoi vous faire fuir de la crypto est le fait que tout cela nuirait, voire détruirait l'environnement. Donc adopter la crypto, lancer une transaction sur la blockchain, créer ou collectionner des NFT, ou en tout cas légitimer cette technologie, la trouver utile ou potentiellement intéressante, ce serait cautionner une nouvelle industrie très polluante à l'heure où l'on parle de sobriété énergétique et de baisse des émissions. D'où vient cette idée? Comment est-elle née? Elle vient de l'activité de minage de crypto-monnaies. Une blockchain, pour fonctionner, c'est-à-dire pour écrire ces nouveaux blocs, doit mettre d'accord l'ensemble des nœuds de son réseau, à travers ce que l'on appelle un mécanisme de consensus. Le mécanisme de consensus le plus connu, et que l'on vous a sûrement expliqué lorsqu'on vous a parlé de Bitcoin pour la première fois, est le Proof of Work, la preuve de travail. Il consiste à faire résoudre des calculs complexes par des machines. C'est cela que l'on appelle le minage. Si elles le font correctement, elles reçoivent des récompenses sous la forme de Bitcoin. Si elles le font mal, elles ne touchent rien et ont donc travaillé pour rien. Avec l'augmentation du prix du Bitcoin, le minage, qui pouvait être une activité de loisir que l'on faisait dans son garage, à partir de vieux ordinateurs, s'est professionnalisé. Aujourd'hui, il existe des machines ultra optimisées qui ne servent qu'à ça, qui coûtent très cher et qui nécessitent bien évidemment des matières premières comme tout appareil électronique. Elles consomment également beaucoup d'électricité. L'industrie du minage, comme beaucoup d'industries, se remet en question et travaille pour limiter leur impact sur l'environnement, à travers les énergies renouvelables et à travers des partenariats intelligents au service de communautés locales. Pour monter une opération de minage de façon rentable et durable aujourd'hui, il faut construire de véritables usines, que l'on appelle fermes, et les localiser dans des lieux stratégiques afin de pouvoir bénéficier de coûts de l'énergie compétitifs. Mais quoi qu'il en soit, le nombre de mineurs s'est démultiplié, à tel point que l'année dernière, lorsque le Bitcoin a connu son plus haut historique, la consommation électrique occasionnée par le minage de Bitcoin a atteint l'équivalent de la consommation d'un pays développé comme la Suède. Quand on rapporte la quantité d'énergie dépensée par transaction effectuée sur le réseau Bitcoin, le chiffre fait froid dans le dos. Les observateurs s'arrêtent là et concluent que la crypto est une machine à polluer. Quelle est la réalité? Globalement, je pense qu'il y a une boîte de Pandore qui n'est pas encore ouverte dans le débat public autour de la consommation du numérique. L'impact de l'utilisation massive du cloud et du recours aux conférences à distance depuis que le télétravail s'est répandu, l'impact du gaming,
tant pour les machines que pour les serveurs de jeux et leur streaming, et le métaverse de demain, ou encore les services de vidéo à la demande à la Netflix, toujours plus gourmands, posent des questions. Et le minage de crypto-monnaies, à côté de cela, vu l'adoption encore limitée de la technologie, risque d'avoir moins de défenseurs s'il doit y avoir des contraintes aujourd'hui. Mais sans éviter la question, qui en réalité mériterait une vidéo à part entière, l'idée que les cryptos nuiraient à l'environnement est juste à côté de la plaque. Elle illustre le manque de recherche ou d'effort intellectuel de celles et ceux qui la propagent. Le mécanisme de consensus de Proof of Work, celui qui organise et occasionne le minage, n'est en effet pas le seul mécanisme permettant de valider une blockchain. Et je vais vous donner un scoop, aujourd'hui plus de 99% des cryptos ne l'utilisent pas ou n'en dépendent pas. En termes de capitalisation, les cryptos sous Proof of Work représentent 41% du marché, illustrant la confiance qu'ont les investisseurs en cette technologie. Mais la tendance, comme l'illustre la transition appelée The Merge qu'a effectuée il y a quelques mois le réseau Ethereum, deuxième plus grosse blockchain après Bitcoin, est au Proof of Stake, la preuve d'enjeu. Ce mécanisme de consensus consiste à participer à la validation des transactions en mettant en jeu une quantité de crypto. Vous le faites correctement, vous recevez des récompenses. Vous le faites mal, non seulement vous ne touchez rien, mais vous risquez de perdre tout ou partie de votre capital. Là où le minage requiert des machines ultra performantes et en grande quantité, le Proof of Stake, comme celui que vient d'adopter Ethereum, fonctionne sur des machines modestes. Le tout à travers des programmes tout à fait basiques. Pour simplifier, là où le mining, c'est comme faire tourner les tout derniers jeux avec les graphismes à la qualité maximum sur plein de PC gamers, la validation par preuve d'enjeu, c'est comme avoir un vieil ordinateur ouvert sur une boîte mail. On estime que le réseau Ethereum a réduit de 99,9% son empreinte environnementale en passant au Proof of Stake. Comment le dépasser ? Eh bien, faire savoir que la plupart des cryptos, notamment celles qui permettent l'éclosion du Web3, y compris les NFT, ont un impact minimal sur l'environnement. Le minage du Bitcoin consomme de l'énergie, mais c'est une crypto et un réseau parmi d'autres. Mon discours aurait été plus mesuré si j'avais dû faire cette vidéo il y a un an, avant la merge. J'aurais sûrement avant tout recommandé aux éco-conscients certains réseaux et certains projets Web3 qui s'attaquent aux problèmes écologiques, mais aujourd'hui, je peux le dire sans aucune hésitation, vous pouvez pleinement profiter et participer au Web3 sans, entre guillemets, détruire l'environnement. Il suffit pour vous de privilégier les réseaux Proof of Stake. Le troisième cliché serait que la crypto ne serait que de la spéculation et serait basée sur du vent, sur rien. D'où vient cette idée ? Comment est-elle née ? Comme pour les deux autres, c'est une idée qui s'est forgée avec le Bitcoin. Quand tu expliques à quelqu'un qu'il s'agit d'une crypto-monnaie, c'est-à-dire en utilisant le mot monnaie, qui est une notion économique précise, tu t'exposes nécessairement à une étude qui passera le Bitcoin au crible des propriétés d'une monnaie. Et il est vrai qu'en mettant 2 secondes une casquette d'économiste, on se rend compte que là où une monnaie comme le dollar, qui est obligatoire sur un territoire et dispose d'une armée pour défendre la nation dont elle est la monnaie légale, on n'est clairement pas sur le même créneau. Tu peux sinon parler de monnaie virtuelle, mais avec tout ce que le mot virtuel sous-entend, c'est-à-dire quelque chose en puissance qui est en état de possibilité et non réel. On pense tout de suite aux jeux vidéo, aux jetons de casino, à des notions peu rassurantes. Quand tu utilises le terme d'actif numérique, tu t'exposes à une analyse, cette fois-ci avec une casquette de financier, qui va regarder le Bitcoin et le comparer à une action, ou même à une matière première. Au mieux, il va établir un parallèle avec une start-up qui aurait encore très peu de revenus, simulant les frais de transaction Bitcoin avec des revenus, et beaucoup de dépenses, dans le cas présent, une création de Bitcoin sous forme de récompense aux mineurs. Et trouver que ça ne vaut pas grand-chose, que c'est une start-up qui va mal, ou que c'est un Ponzi. Quelle est la réalité ? La partie spéculative est évidente. Il suffit de regarder la valorisation du jeune marché des cryptos. On retrouve la constitution et l'éclatement de bulles successives, qui ne sont pas sans rappeler la bulle de l'Internet du début des années 2000. On est clairement sur une classe d'actifs ultra volatile qui attire beaucoup d'yeux et d'argent. Force est de constater que la crypto ne semble laisser personne indifférent. En tant que technologie, il y a un instinct collectif qui nous fait réaliser que ça va être énorme. Mais c'est à la fois une chance et une malchance. Il y a d'un côté des personnes qui vont assimiler une telle volatilité et la présence de tant de spéculateurs à quelque chose de totalement anormal et à fuir. Cela peut faire extrêmement peur et pousser à ne pas s'y intéresser. Il y a de l'autre côté des personnes qui vont perdre leurs moyens face à une telle volatilité, faire ressortir leur avidité et un désir de devenir riche ou se laisser emporter par la FOMO, la peur de rater l'occasion. L'un comme l'autre vont passer à côté de la technologie elle-même, soit en l'ignorant, soit en faisant qu'une question d'investissement. Je pense qu'il n'y a
a pas grand-chose à faire si ce n'est que d'attendre la maturité de la crypto. Je crains malheureusement qu'elle connaisse de nouvelles bulles avec les innovations qui sont en cours et l'arrivée de nouveaux modèles intéressants. Il va être très difficile pour les marchés de rester indifférents. Et même si les conditions économiques globales sont en mauvaise posture, il est fort probable que la crypto soit l'un des secteurs transversaux qui va non seulement dynamiser l'économie, mais la reconstruire sur de nouvelles bases. Il y aura beaucoup de spéculation. En ce qui concerne le vent sur lequel la crypto reposerait, là encore, en ce qui concerne le Bitcoin, cela mériterait une vidéo à part entière. Pour la faire courte, le Bitcoin est une sorte d'ovni qui ne convient à aucun schéma financier ou économique classique. Bien malin, celui qui est capable de calculer sa valeur objective. Une chose est sûre, il n'y a pas rien derrière, car son réseau possède des caractéristiques uniques de sécurité, fiabilité, inclusivité. C'est l'un des rares terrains neutres qui existent. C'est-à-dire que le code est suffisamment simple et la communauté a même de faire avancer, préserver ou gérer le réseau suffisamment décentralisé que deux personnes, deux entreprises, deux nations ne seront jamais autant en terrain aussi équitable que sur le réseau Bitcoin. Mais encore une fois, comme pour le problème de la consommation énergétique, il faut arrêter de se focaliser sur le Bitcoin, qui est particulièrement unique. Et de toute façon, j'ai envie de dire, il faut s'attendre à ce que chaque crypto mérite d'être analysée séparément. Et comme il est idiot de dire que la crypto est très énergivore, vu que la plupart des cryptos ne le sont pas, il est idiot de dire que la crypto ne repose sur rien, vu qu'il y a tellement de crypto-monnaies différentes. On peut classer de façon basique aujourd'hui les crypto-monnaies en trois familles distinctes. Vous avez d'une part les coins natifs des réseaux, comme le Bitcoin pour Bitcoin, ou l'Ether pour Ethereum. Chacun de ces coins possède son propre code, sa propre politique monétaire, ses mécanismes propres, et bien sûr, son propre réseau. Ensuite, vous avez les tokens fongibles, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui se comptent en unités interchangeables. Dans le monde historique, on pense par exemple aux euros sur un compte bancaire. Si vous avez 500 euros, vous avez 500 unités interchangeables. Le premier euro est le même que le 500e euro. Parmi ces tokens fongibles, on a par exemple les stablecoins, qui sont des tokens dont la valeur s'efforce de suivre le prix d'un actif. Le cas le plus connu sont les stablecoins dollars, des tokens qui visent à valoir 1 $. On a aussi des tokens qui sont des actions d'entreprise. Et comme pour une action dans le monde historique, elles se mesurent en unités d'action et sont interchangeables. On a ensuite une troisième famille, les tokens non fongibles, que j'ai cités plus tôt sous le terme de NFT. Ce sont des tokens qui sont uniques, dans le sens où ils ont chacun des propriétés et une numérotation propre. Dans le monde réel, cela reviendrait aux objets. Sur la blockchain, cela peut être un contrat de royalties, un droit de propriété, un objet collectionnable, une place de concert, une carte de membre. Tu l'auras compris, quand je dis qu'il y a beaucoup de cryptos différentes, il y a beaucoup de cryptos différentes. Et si oui, les coins natifs sont difficiles à appréhender et demandent à s'intéresser au code régissant le réseau blockchain qui fait fonctionner, à l'économie présente sur chaque réseau, aux effets de réseau, et demandent un nouveau type d'analyse, vous avez aujourd'hui des cryptos qui reposent sur des choses très concrètes comme les stablecoins dollars, ou par exemple avec l'USDC, vous avez pour chaque token émis 1 $ en réserve sur un compte en banque. Vous avez des NFT qui véhiculent des droits commerciaux ou des droits d'accès. On est bien loin du rien. Comment dépasser ce cliché ? L'un des problèmes principaux ralentissant le développement de la valeur derrière les cryptos est le manque de feuilles de route claires établies par les régulateurs. Beaucoup de projets n'osent pas activer des mécaniques de distribution de valeur par peur que leurs tokens ne deviennent tagués comme étant des securities. Les securities, ce sont les actions, les obligations, les produits financiers historiques. C'est-à-dire que le partage de revenus d'un protocole, par exemple, serait directement apparenté soit à des dividendes ou à des intérêts, alors que ce n'est ni une action ni une obligation. Le régulateur aujourd'hui ne sait rien faire d'autre que de plaquer la législation historique sur ces objets non identifiés. Donc pour éviter ça, beaucoup d'équipes ne prennent aucun risque et limitent les possibilités de leurs tokens. Dans le même temps, des cryptos basés sur des mèmes, donc de la culture internet, peuvent prendre le devant de la scène car pèse sur cette innovation une véritable épée de Damoclès. Vous pouvez techniquement aujourd'hui construire et expérimenter beaucoup de nouvelles choses, mais dès que vous voulez travailler sur des problématiques liées au monde réel, sur des choses très concrètes, vous exposez aux vieilles législations et régulations imaginées à des époques où la blockchain et ses capacités n'existaient pas. En fait, si les régulateurs faisaient les choses bien, il y aurait beaucoup plus de choses s'appuyant sur le réel derrière les cryptos. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps et d'éducation avant que ce potentiel se libère. En tout cas, tu l'auras compris, oui, il y a énormément de spéculation, de par la nature même de la blockchain, de la tokenisation qu'elle permet. Tout projet se transforme très rapidement en sorte de start-up déjà cotée en bourse, avec des tokens où il est risqué de mettre de la valeur,
alors que traditionnellement il y a une illiquidité des actions, et le fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, car on est dans un monde neutre et libre, fait que tout le monde a accès à tout, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que c'est quelque chose qui doit te faire peur? Non, pas forcément. Cela montre une vivacité et une certaine ultra-efficacité de l'industrie crypto. Et se rendre compte de cette spéculation peut t'aider à t'intéresser aux projets et aux cryptos sans avoir le besoin d'en acheter. Ou en tout cas, en étant suffisamment éduqué sur chaque projet pour prendre des décisions plus éclairées que la personne qui va juste suivre la FOMO et croire dans des pyramides de Ponzi. Voilà! J'espère que la vidéo t'aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Chacun de ces 3 sujets invite à des débats plus en profondeur hyper intéressants. N'hésite pas à partager tes opinions en commentaire. Et s'il y a d'autres idées reçues que tu entends souvent, n'hésite pas également à nous les partager. Si jamais tu penses que cela peut aider des personnes autour de toi qui restent bloquées par ces 3 clichés, n'hésite pas à leur envoyer la vidéo. Sur ce, à bientôt. Salut la compagnie!